Les formes de mobilité sont multiples. La mobilité géographique va tout d'abord désigner le changement de lieu d'habitation. Cette forme de mobilité peut être due à la poursuite d'études, à un changement de ville de notre conjoint que l'on va suivre, ou à un changement de profession. La mobilité professionnelle, quant à elle, est un changement dans l'activité professionnelle de l'individu. Mais la mobilité qui va nous intéresser le plus ici est la mobilité sociale. La mobilité sociale désigne les changements de position dans la structure sociale. Cette mobilité sociale est un enjeu politique, car elle interroge le degré de démocratie et de libéralisme de la société. En effet, dans une société parfaitement démocratique et libérale, les individus doivent avoir les mêmes chances d'accéder aux différentes positions sociales. Plus la société est démocratique, moins les statuts sont assignés, notamment du fait de la naissance. Plus la société est méritocratique, plus les positions sociales dépendent des mérites individuels, l'acquisition de connaissances, l'expérience professionnelle, etc., et non de l'origine sociale. On parle donc de méritocratie. C'est un principe d'obtention du pouvoir ou d'une position sociale fondé sur le mérite individuel. Il existe de nombreuses formes de mobilité sociale. Allez, accrochez-vous, on va les lister. Tout d'abord, il y a la mobilité intragénérationnelle. C'est celle d'un individu au cours de sa vie professionnelle. Par exemple, un coiffeur qui va décider de se reconvertir en dentiste, par exemple. La mobilité intergénérationnelle va elle consister en un changement de position sociale entre celle du père et celle du fils. Nous reviendrons d'ailleurs dans la seconde vidéo de manière plus importante sur cette mobilité intergénérationnelle et notamment sur le choix de ne traiter que le lien entre celle du père et du fils et donc d'exclure les femmes de cette analyse de la mobilité intergénérationnelle. Ces changements de position sont le plus souvent identifiés par les PCS et comptabilisés dans un outil que nous reverrons également dans la seconde vidéo, les tables de mobilité. La mobilité peut être ascendante si la position sociale de l'individu paraît plus valorisée socialement que la précédente, ou que celle de ses parents si l'on traite d'une mobilité intergénérationnelle. A l'inverse, cette mobilité peut être descendante si sa nouvelle position sociale paraît moins valorisée socialement que la précédente, ou éventuellement que celle de ses parents. Par exemple, un individu devenu ingénieur, mais dont le père était ouvrier, aura bien connu une mobilité ascendante, puisque sa nouvelle PCS, celle des cadres, sera plus valorisée socialement que celle de son père, celle des ouvriers. Dans les deux cas, que la mobilité soit descendante ou ascendante, on parle bien de mobilité verticale, c'est-à-dire de deux positions sociales qui n'ont pas le même prestige social, qui ne sont pas aussi valorisées dans la société. Il existe une autre forme de mobilité, c'est la mobilité horizontale. C'est-à-dire que l'on a une mobilité sociale, mais pour une position qui a le même prestige social. C'est souvent le cas dans un changement de profession. Par exemple, si l'on traite d'une mobilité cette fois-ci intragénérationnelle, une caissière qui va se reconvertir en assistante maternelle aura bien une mobilité horizontale, puisqu'elle appartiendra toujours à la même PCS, celle des employés, malgré son changement de profession. On distingue la mobilité nette, structurelle et observée. On pourrait résumer le lien entre ces trois formes de mobilité par cette équation. La mobilité observée ou mobilité totale est égale à la mobilité nette, plus la mobilité structurelle. Nous reviendrons plus en détail dans la troisième vidéo sur la mobilité structurelle. En deux mots, elle désigne un changement de position sociale lié aux évolutions de la société. Par exemple, un fils d'agriculteur deviendra peut-être ouvrier ou changera de PCS, en tout cas ne deviendra pas agriculteur, parce que le nombre d'agriculteurs dans la société a diminué. La structure de la société a évolué en fait entre les générations du père et celle du fils. Concrètement, les chiffres de l'INSEE, notamment à travers les enquêtes emploi, nous disent que la mobilité structurelle explique environ un tiers de la mobilité observée en France. Les deux tiers restants sont donc imputables à la mobilité nette, c'est-à-dire à la mobilité qui n'est pas due à un changement dans la structure de la société. Nous verrons un peu plus tard les différentes explications,
Elles peuvent être notamment liées à la scolarisation de masse, qui va permettre aux individus d'accéder à une culture différente de celle de leur milieu social. Enfin, la fluidité sociale désigne la probabilité pour un individu d'atteindre une certaine position sociale. Si tous les individus ont la même probabilité d'atteindre cette position, compte tenu de leur position initiale, on parle alors de fluidité sociale forte. Si à l'inverse, l'origine sociale joue fortement sur la probabilité d'atteindre une certaine position sociale, on dira alors que la fluidité sociale est faible. En fait, c'est un peu le même principe que les cotes pour un pari sportif. Certains chevaux sont mieux placés pour remporter la course. On leur attribue donc une cote plus faible, proche de 1. Si la cote est de 1, cela veut dire qu'ils sont certains de remporter la course. Si au contraire, ils ont peu de chances de gagner, on leur attribue une cote forte, éloignée donc de 1. Par exemple, si la cote est de 2, cela veut dire que le cheval a une chance sur 2 de gagner. Le bourricot, lui, a une cote de 20, ce qui veut dire qu'il a une chance sur 20 de l'emporter. Pour la fluidité sociale, le principe est le même. Prenons un exemple. Sur 100 fils de cadres, 80 deviennent cadres et 20 deviennent employés. A l'inverse, sur 100 fils d'employés, 60 deviennent employés et 40 seulement deviennent cadres. On voit bien que la probabilité d'atteindre la PCS cadre est plus élevée pour les fils de cadres que pour les fils d'employés. On ne peut donc pas dire que la fluidité sociale ici soit forte. Notre origine sociale, notre naissance, va influencer la position sociale auquel nous allons pouvoir prétendre ensuite, pendant notre vie professionnelle. Si on veut illustrer cela toujours en prenant l'exemple du sport, c'est un peu comme si on faisait nager Michael Phelps face à Eric Moussambani. Michael Phelps est un nageur multimédaillé olympique, sans doute l'un des meilleurs de l'histoire de la natation. Eric Moussambani était un athlète un peu moins expérimenté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille juste de taper son nom sur YouTube, vous verrez, vous allez passer 3 minutes de pur bonheur. En tout cas, dès le départ, on se rend bien compte que les deux n'ont pas les mêmes chances de réussite. La fluidité sociale va donc mesurer cette probabilité que nous atteignions ou non une certaine position sociale en fonction de notre origine. Vous avez ici quelques exemples de mobilité sociale. À gauche, un exemple de mobilité sociale intergénérationnelle et de mobilité plutôt ascendante. À droite, nous avons plutôt un exemple de reproduction sociale.